La nuit, lorsque presque tout l'équipage dormait d'un profond sommeil, les hommes de garde entendirent d'abord un chant grave, solennel, lugubre, qui partait de l'entrepont, puis un cri de femme horriblement aigu. Aussitôt après, la grosse voix de Ledoux jurant et menaçant, et le bruit de son terrible fouet retentirent dans tout le bâtiment. Un instant après, tout rentra dans le silence. Le lendemain, Tamango parut sur le pont, la figure meurtrie, mais l'air aussi fier, aussi résolu qu'auparavant. À peine Aïché l'eut-elle aperçue, que quittant la gaillarde arrière, où elle était assise à côté du capitaine, elle courut avec rapidité vers Tamango, s'agenouilla devant lui, et lui dit avec un accent de désespoir concentré. « Pardonne-moi, Tamango, pardonne-moi. » Tamango la regarda fixement pendant 1 minute, puis, remarquant que l'interprète était éloigné, « Une lime, dit-il. » Il se coucha sur le tillac, en tournant le dos à Aïché. Le capitaine la réprimanda vertement, lui donna même quelques soufflets, et lui défendit de parler à son ex-mari. Mais il était loin de soupçonner le sens des courtes paroles qu'ils avaient échangées, et il ne fit aucune question à ce sujet. Cependant, Tamango, renfermé avec les autres esclaves, les exerçait jour et nuit à tenter un effort généreux pour recouvrer leur liberté. Il leur parlait du petit nombre des Blancs et leur faisait remarquer la négligence toujours croissante de leurs gardiens. Puis, sans s'expliquer nettement, il disait qu'il saurait les ramener dans leur pays, vanter son savoir dans les sciences occultes, dont les Noirs sont fort entichés, et menacer de la vengeance du diable ceux qui se refuseraient à l'aider dans son entreprise. Dans ses harangues, il ne se servait que du dialecte des peuples, qu'entendaient la plupart des esclaves, mais que l'interprète ne comprenait pas. La réputation de l'orateur, l'habitude qu'avaient les esclaves de le craindre et de lui obéir, vinrent merveilleusement au secours de son éloquence, et les Noirs le pressèrent de fixer un jour pour leur délivrance, bien avant que lui-même se crût en état de l'effectuer. Il répondit vaguement aux conjurés que le temps n'était pas venu, et que le diable, qui lui apparaissait en songe, ne l'avait pas encore averti, mais qu'ils eussent à se tenir prêts au premier signal. Cependant, il ne négligeait aucune occasion de faire des expériences sur la vigilance de ses gardiens. Une fois, un matelot, laissant son fusil appuyé contre les plabords, s'amusait à regarder une troupe de poissons volants qui suivaient le vaisseau. Tamango prit le fusil et se mit à le manier, imitant avec des gestes grotesques les mouvements qu'il avait vu faire à des matelots qui faisaient l'exercice. On lui ratura le fusil au bout d'un instant, mais il avait appris qu'il pourrait toucher une arme sans éveiller immédiatement le soupçon, et quand le temps viendrait de s'en servir, bien hardi celui qui voudrait la lui arracher des mains.